Picoty Solaire, expert en solutions photovoltaïques pour un avenir durable. Et Akena, la reine des vérandas et des pergolas, vous présente Sud Radio, la planète demain, Christophe Debien. Bonjour et bienvenue sur Sud Radio pour un nouvel épisode de La planète demain, l'émission entièrement dédiée à l'écologie positive qui donne la parole aux acteurs du changement et aux porteurs de solutions pour un avenir durable et responsable. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir dans les studios de Sud Radio deux acteurs majeurs de la transition écologique. J'ai nommé Hubert Bayatoda, président fondateur de Lickmitted, et David Ribojad, en charge de la solution Revilo chez Vinci Construction. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, cher Hubert, on va commencer avec vous. L'eau est une ressource évidemment précieuse, et pourtant, près d'un litre sur 5 est perdu à cause des fuites. Dans un contexte de stress hydrique et de contraintes budgétaires, vous offrez aux collectivités des solutions concrètes et efficaces pour réduire ces pertes. Chez Lickmitted, vous aidez les collectivités à améliorer la performance de leur réseau d'eau en alliant intelligence artificielle et expertise humaine. Mais comment est née l'aventure Lickmitted et quelle mission vous êtes donnée au départ ? Déjà, merci pour cette description assez exhaustive. On va dire que Lickmitted est né d'une aventure assez personnelle. Donc moi, je suis originaire du Cameroun. J'ai grandi dans un pays où, quand j'étais petit, il y avait dans mon quartier, il y avait de l'eau, et au fil du temps, j'ai vu le contexte un peu se dégrader. Donc c'est un sujet qui m'a toujours interpellé. Et je me suis rendu compte qu'après une quinzaine d'années de vie en France, que c'était tout aussi compliqué. Qu'en fait, c'est pas une problématique de pays du Sud ou du Nord. C'est une problématique de données qui sont très complexes. Gérer un réseau n'est pas simple. Et donc, quand j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat, c'était avec cette conviction qu'on pouvait utiliser la data, qui est un peu mon métier, pour peut-être aider ces collectivités à gérer un réseau, parce qu'il faut comprendre que le réseau français fait par exemple 1 million de kilomètres. Même la plus petite ville de commune de France a déjà un réseau qui fait 200 kilomètres, et la fuite, il faut la trouver au mètre près. Ce qui fait que c'est très compliqué, d'autant plus compliqué que les réseaux ils commencent à dater, ils sont âgés, les plans on les a pas toujours, ils ont été installés avant l'informatique, donc ça peut être très complexe. Du coup, nous ce qu'on a décidé de faire quand on a lancé Lickmitted, c'est d'abord de développer un algorithme qui pourrait permettre de prioriser. Parce qu'en réalité, c'est pas tout le réseau qu'il faut investiguer. Et donc, actuellement, les moyens sont, on va dire, surdimensionnés. C'est d'autant plus difficile à porter pour les petites collectivités, parce qu'il faut savoir qu'en France, l'eau paye l'eau. Donc, un syndicat comme Sud-Charente, qui a un réseau de près de 2000 km, a la même charge à assumer que le réseau de Paris, qui compte bien plus d'habitants. Donc, il fallait trouver une méthode de ciblage. Donc, on a développé une intelligence artificielle qui s'adapte aux données qui sont vraiment manquantes et qui est capable d'identifier les 30% du réseau qui concentrent 80% des fuites. Alors, à quel type de collectivité ou de territoire s'adresse aujourd'hui votre solution pour réduire les pertes d'eau ? Précisément, on s'adresse aux collectivités qui ont cette problématique de nombre d'habitants trop faible pour gérer leur réseau. Donc, c'est principalement les communautés d'agglo et les communautés de communes. C'est vraiment les territoires, parce qu'il n'y a pas assez de budget pour localiser les fuites, il n'y a pas assez de budget pour rénover. Ce qu'on leur met à disposition, c'est la capacité d'avoir accès à une solution de recherche de fuite intégralement rémunérée à la performance. Donc j'ai cité l'exemple de Sud-Charente, je peux citer un autre exemple de la mairie de Gourdon par exemple, qui compte 3000 habitants et qui avait un rendement qui était très mauvais. Et pas faute d'essayer, hein. Et donc on leur permet comme ça de mieux investir. L'idée, c'est de leur permettre de prioriser, de faire savoir que le peu de budget que vous avez, on peut quand même le cibler. Et donc notre cible principale, c'est communauté de communes, communauté d'agglo, en gros les territoires qui sont assez défavorisés. Alors j'ai compris que votre modèle est assez original, puisque vous êtes rémunéré seulement s'il y a une baisse réelle des pertes d'eau. Comment fonctionne précisément ce modèle à la performance ? On a voulu quelque chose de radical pour permettre à nos élus de prendre la décision en toute quiétude. En gros, on voulait aller au bout de la démarche, et qu'est-ce qu'on propose ? C'est une offre qu'on appelle le sprint. C'est une offre qui permet de baisser les pertes, et on n'est rémunéré que si ça marche. Et le seuil qu'on s'est fixé, c'est 20%. Il faut savoir que le gouvernement prévoit une baisse des prélèvements de l'eau de l'ordre de 10%, et nous on s'engage à baisser d'au moins 20%. On a multiplié, on a déjà une centaine de sprints, et on a une baisse moyenne qui est de l'ordre de 35%. C'est-à-dire que quand on prend une collectivité, je prends l'exemple encore une fois de la mairie de Gourdon, qui avait un rendement, c'est-à-dire qu'entre ce qu'ils prélevaient et ce qu'ils vendaient, qui était de l'ordre de 60%, en un sprint, on a pu augmenter le rendement à près de 85%. Ah oui, en effet, oui. Et donc, ils avaient aucun risque. C'est ce qu'ils se rendent compte que vraiment, il n'y a pas grand risque à prendre, parce que si ça ne marche pas, de toute façon, on n'est pas rémunéré. Et quand ça marche, ça fait des gains assez considérables. Alors, vous parliez d'intelligence artificielle, mais justement, comment votre intelligence artificielle permet-elle d'identifier les zones du réseau où les pertes d'eau sont les plus importantes ? C'est un vrai enjeu. Ce qu'on a fait...
Déjà, le constat était le suivant, c'est que quand vous prenez un plan d'un réseau, vous vous rendez compte que parfois on ne connaît pas la date de pose, on ne connaît pas le matériau, on ne connaît pas... Il y a plein d'infos qui sont manquantes. Donc l'enjeu donné, c'était de savoir comment on peut prédire où sont les fuites sur un tel réseau. Donc ce qu'on a décidé de faire, c'est de reconstituer d'autres variables. C'est un peu comme si vous avez un tableau sur lequel il manque des pixels et vous décidez de rajouter d'autres pixels. Ce qu'on a fait, c'est de prendre des données contextuelles, par exemple géographiques, une canalisation qui est sur une voie à fort trafic n'a pas le même impact qu'une canalisation qui est dans une impasse. S'il y a un dénivelé, c'est pas le même impact. S'il y a de l'humidité à l'approche du froid, de l'hiver, on sait que les canalisations en fonte vont casser. À l'approche de l'été, c'est plutôt l'inverse, les canalisations en plastique. Donc on a comme ça une centaine de variables et donc ça a permis de reconstruire une sorte de photo de ce qui va se passer. Et en se basant également sur le million de fuites, on a 1 million de fuites en base de données sur lesquelles on entraîne. Et donc grâce aux 100 variables de description qu'on a fait et le million de fuites qu'on a, on est capable de prioriser les canalisations et de savoir que si vous êtes un chercheur de fuite, au lieu de passer toute votre semaine à parcourir cette partie du réseau, vous ferez mieux de prioriser. Donc on est un peu le GPS sur le réseau. Alors vos modèles reposent sur la donnée, si je comprends bien, mais comment faites-vous quand les informations disponibles sur un réseau sont incomplètes ou deviennent obsolètes? Ouais, c'est exactement le sujet, hein, c'est que ces collectivités-là, elles sont souvent délaissées et c'est un peu la double peine. D'ailleurs, il n'y a pas assez d'argent et ensuite les données sont de très mauvaise qualité. Donc l'enjeu qu'il fallait craquer, comme on le dit dans le jargon des startups, c'est de trouver le moyen de pouvoir proposer à ces collectivités un modèle qui permet d'enrichir leurs données. Donc quand on arrive sur un réseau, on sait que la date de pose est manquante, mais au moins on sait que c'est situé sur une zone à fort trafic, bas trafic, il y a de l'humidité, c'est connecté à une autre type de canalisation, c'est un squelette, parce qu'un réseau c'est un peu comme un squelette. Donc si vous avez mal à la cheville, peut-être vous aurez mal à la hanche par compensation. Donc on essaye de réfléchir de manière assez globale, ce qui fait que nous on apporte cette connaissance du réseau avec les variables qu'on a créées et c'est comme ça qu'on réussit à être prédictif malgré le faible taux de données dont elle dispose. Alors réduire les pertes d'eau, c'est évidemment bon pour la planète, mais est-ce que vous pouvez chiffrer concrètement les économies d'eau que vos clients réalisent ? Très précisément, si je prends, on les estime souvent soit en sous-financier, hein, parce que produire de l'eau, c'est du pompage, c'est du coût électrique, hein, il faut pomper l'eau, il faut le traiter, ensuite il faut le mettre en distribution. Et on peut aussi l'estimer en nombre d'abonnés. En moyenne, on fait des réductions de l'ordre de 35%. C'est-à-dire que quand on intervient, on réduit de 35%. Pour un syndicat comme Grand Paris Sud, où on a intervenu, ça a représenté l'équivalent de près de 50 000 abonnés. Ah oui, c'est énorme. C'est énorme. Parce que quand on parle de fuite, une petite fuite pour une collectivité, il faut bien le remettre dans le contexte de notre habitation. Une petite fuite, c'est l'équivalent de notre consommation en un an. C'est ce qu'on appelle une petite fuite. C'est pas le goutte à goutte auquel on peut penser. Et quand on prend une mairie comme la mairie de Gourdon, qui a 3500 abonnés, une réduction de 80% qu'on a réalisée, c'est l'équivalent de la consommation de 1600 abonnés. C'est comme s'ils alimentaient leur commune plus la moitié d'une commune à côté. Ah ouais. Donc grâce à ça, on peut réduire fortement les pertes. Alors moins d'eau perdue, c'est aussi moins d'énergie consommée pour la produire et la transporter. En quoi vos technologies contribuent-elles à réduire les émissions de CO2 ? Clairement, on permet, comme je l'expliquais, l'eau, c'est vraiment réellement du pompage. Donc, il faut pomper l'eau, il faut traiter l'eau, et c'est de l'énergie. À l'heure où on augmente la facture énergétique, en réalité, si l'énergie était gratuite, la problématique serait autre. Mais dans le contexte actuel, quand on réduit les pertes, on réduit directement l'énergie nécessaire pour produire. Et l'autre impact qui est positif, c'est aussi le parcours que font nos chercheurs de fuite. Il faut comprendre que sur le même réseau, si on applique une méthode dite systématique, c'est-à-dire aller de bout en bout sur tout le réseau, ça prendrait 3 fois plus de temps. Quand on prend un réseau qui fait 100 km par exemple, un chercheur de fuite classique mettrait 6 semaines, alors que nos chercheurs de fuite ne mettent que 2 semaines. C'est du carburant, c'est des déplacements en moins, et donc c'est un impact assez important. Alors au-delà de ces gains immédiats que vous proposez, comment Liquimity aide-t-elle les collectivités à mieux se préparer aux effets du changement climatique et à rendre leur réseau beaucoup plus résilient ? L'enjeu du sprint, de la rémunération de la performance, c'est vraiment un enjeu, on va dire, court terme. Il faut résoudre le problème là tout de suite. Mais l'autre enjeu qui est extrêmement important, c'est la prévention. Parce que c'est pas drôle de faire un trou sur la route et à chaque fois de revenir le lendemain pour refaire d'autres trous. Nous, on leur propose un jumeau numérique qui leur permet de prendre les bonnes décisions. Il faut savoir que la décision de rénover une canalisation dans une commune, elle est extrêmement politique. Il y a la voirie qui va être refaite, il y a peut-être le Tour de France qui va passer, il y a extrêmement de contraintes. Et nous, on met à disposition un outil qui leur permet de prendre en compte toutes ces contraintes-là. Je vais donner l'exemple, par exemple, des CVM. Je ne sais pas si on a entendu parler, mais CVM, c'est un gaz qui est relargué dans les canalisations et qui est fortement cancérigène. Mais les collectivités qui ont un petit budget ne savent pas comment jongler avec tous ces enjeux-là. Nous, grâce aux jumeaux numériques, elles peuvent concilier les enjeux sanitaires, les enjeux politiques, les enjeux techniques, et comme ça faire les bons choix pour, on va dire, les 20-30 ans à venir, parce qu'une canalisation, c'est fait pour durer
au moins 30 ans. Merci infiniment, cher Hubert Bayat-Oda, président fondateur de Liquimity, On se retrouve dans un court instant sur Sud Radio avec nos deux invités et Thibaut le French Trotter pour parler de différentes choses très intéressantes qu'il a pu étudier pendant toute la semaine. À tout de suite. Picoty Solaire, expert en solutions photovoltaïques pour un avenir durable. Et Akena, la reine des vérandas et des pergolas, vous présente Sud Radio, la planète demain, Christophe Debien. Vous êtes toujours sur Sud Radio, la planète demain, en compagnie de Hubert Bayat-Oda, président fondateur de Ligmitid, et David Ribojade, en charge de la solution Revilo chez Vinci Construction, et bien sûr de Thibaut, notre French Trotter, qui a visité pour nous le grand salon parisien du développement durable qui s'est tenu il y a peu. N'est-ce pas, Thibaut ? Exactement, Christophe. Et cet immeuble se trouve à Clichy, au nord de Paris. 5 étages entièrement rénovés, ouverts sur un parc arboré de 5 hectares. Et en effet, c'est un projet exemplaire, non seulement parce que sa réhabilitation a été pensée pour réduire au maximum son empreinte écologique, mais aussi parce qu'il incarne ce qu'on appelle le bas carbone désirable. Autrement dit, un lieu économe en carbone, mais où il fait bon vivre et travailler. Laurence Desmazières, présidente du fonds Icahud, à l'origine du projet, nous en dit plus. La traversée, en fait, c'est un immeuble qu'on a visité en 2021, un immeuble qui avait été construit en 2009 et un immeuble qui, malgré le fait qu'il n'avait que 12 ans, était déjà complètement daté et c'est vrai que c'était compliqué de se dire qu'en l'état, il allait retrouver son attractivité en bureau. Mais nous, on a tout de suite vu le potentiel de cet immeuble, notamment, vous parlez du parc, qui reconnecte finalement le quotidien à la nature. On a trouvé que c'était un potentiel formidable à exploiter et c'était l'occasion avec la traversée de nous attaquer au parc immobilier existant en choisissant cet immeuble qui avait des fondamentaux extrêmement intéressants et solides sur lesquels s'appuyer et en développant notre savoir-faire et notre ingénierie pour aller chercher et continuer à chercher toutes les économies de CO2 dans cette restructuration qui a été menée et que je suis fière aujourd'hui d'inaugurer. Alors par quel levier on arrive à obtenir une empreinte carbone ultra basse ? Eh bien j'ai posé la question à Marc Lafont, président de WO2, qui pilote cette opération de rénovation. Très tôt sur ce projet, on a vu la possibilité de faire la première opération BBCA Rénovation Excellence de France. Et donc, il y a 4 leviers principalement qui ont été employés pour baisser au maximum l'empreinte carbone de cet immeuble. On est sur une empreinte carbone qui est divisée par un facteur 2 à 3. Comment est-ce qu'on y arrive ? Dans un premier temps, on conserve le gros poste émetteur lorsqu'on développe un projet immobilier, c'est-à-dire la structure, le béton et l'acier, c'est des matériaux qui sont extrêmement émissifs. Et on avait une structure de très bonne qualité sur cet immeuble dans laquelle on est venu tailler ponctuellement pour retrouver quelques très grands volumes, mais on a conservé au maximum cette structure et on a été très mesuré sur les interventions qu'on a eues. Ensuite, des interventions sur la façade très minutieuses, avec beaucoup de conservation, mais une augmentation des caractéristiques de l'enveloppe très forte. Le troisième élément très émissif, c'est tout ce qui est l'eau technique. On est venu calculer tout ce qu'on pouvait conserver en termes de gaines, d'horizontalité, de ventilo-convecteur, tous ces éléments-là qui sont traditionnellement arrachés et mis à la benne. Et puis le quatrième aspect qui nous permet de réduire l'empreinte carbone d'une telle réalisation, c'est la conservation de tout ce qui est CEA. Et là, on avait la chance d'avoir d'autres immeubles en cours de réalisation lorsqu'on a démarré les travaux ici. Et donc, on a réutilisé les matériaux qui étaient ici dans ces autres opérations. Donc, c'est du carbone qu'on transfère sur nos propres projets, de telle sorte à ce que c'est du réemploi, c'est du carbone qui n'est pas injecté là-bas, et donc ça rentre dans le bilan carbone du projet de la traversée. Donc, vous voyez, c'est en actionnant tous ces leviers qu'on arrive à avoir une empreinte carbone ultra basse. Marc Lafont l'a évoqué, la traversée s'est vue décerner un label d'excellence par l'association BBCA pour le développement du bâtiment bas carbone. J'ai profité de la présence de Stanislas Potier, son président, pour en savoir plus sur cet organisme. On est depuis 10 ans une association voulue par les professionnels du secteur pour établir des comptabilités carbone et puis des mesures de performance, montrer comment on peut décarboner et que c'est possible, et ensuite valoriser les meilleures pratiques et les plus belles réalisations. Alors justement, la traversée s'est vue décerner un label d'excellence dans le domaine de la rénovation, c'est bien ça ? Absolument. On peut décerner des labels pour les bâtiments neufs, pour les bâtiments en exploitation, pour les quartiers et pour les bâtiments en rénovation.
C'est des opérations qu'on peut faire aussi en évitant les émissions de carbone et en les diminuant. Et ce bâtiment a obtenu le meilleur niveau de performance, excellence, sur BBCA Rénovation, ce qui veut dire que vraiment il est particulièrement exemplaire dans la limitation des émissions. Merci beaucoup Thibault, on vous retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette visite. Vous êtes sur Sud Radio dans l'émission La Planète Demain, où nous avons maintenant le plaisir d'accueillir David Ribojade, en charge de la solution Révilo chez Vinci Construction, qui repense l'aménagement urbain par la création d'îlots de fraîcheur. Bonjour David. Bonjour. Alors l'été 2025 fut l'un des plus chauds jamais enregistrés en France, avec des températures qui dépassaient les 40 degrés, dans plus de 300 communes d'ailleurs. Et si on se projetait en l'an 2050 à Marseille, par exemple, les températures de surface des sols pourraient atteindre 90 degrés. Alors c'est une projection bien sûr, et évidemment il n'y a rien de vrai pour le moment, hein. Rien n'est effectif, mais on projette. Eh bien pour lutter contre les îlots de chaleur urbains, Vinci Construction a développé la solution Révilo dont vous allez nous parler et que vous allez nous expliquer surtout. Mais avant tout, est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'on appelle un îlot de chaleur urbain ? Alors oui, avec plaisir. Un îlot de chaleur urbain, c'est le phénomène de stockage de la chaleur en période de canicule ou de vague de la chaleur de la journée dans les matériaux qui composent la ville, les matériaux minéraux. Et ces matériaux vont restituer cette chaleur pendant la nuit. Ce qui fait quand on va avoir des canicules ou des vagues de chaleur plus ou moins longues, il va faire chaud la journée et il va également faire chaud la nuit. Il n'y aura pas de moment de repos pour les organismes, ce qui ferait qu'on a un rapport au cycle naturel de la vie. On a chaud la journée, on se repose la nuit, on récupère et le lendemain on peut repartir. Donc on aura des problématiques de confort thermique, voire de santé publique, de plus en plus aiguës dans nos villes. Et juste, si vous me permettez, sur Marseille, c'est pas une réalité les 80-90 degrés des surfaces. Il y a déjà une étude qui a été faite en 2017 qui identifiait des points chauds de cet acabit sur quelques instants dans une journée. Et à 2050, ce sera le cas sur des surfaces importantes pendant des durées importantes. Ah oui, je comprends. Votre solution repose sur 4 leviers complémentaires pour apporter une réponse globale au défi du rafraîchissement des villes et de l'atténuation des températures. Quels sont ces 4 leviers et pourquoi sont-ils complémentaires ? Alors, justement, dans ce contexte où on a ces phénomènes d'îlots de chaleur de plus en plus aigus, on a réfléchi parmi nos métiers historiques ce qu'on pouvait mobiliser et ce qui participait au rafraîchissement de la ville. On a identifié 4 leviers. Au centre de la démarche, on est relativement low-tech, mais au centre de la démarche se trouve la strate végétale, donc globalement les arbres. Ça, on peut rentrer dans plus de complexité, mais globalement les arbres. Et puis ensuite, on a une gestion des eaux pluviales à la parcelle, en infiltration, et de moins en moins essayer de recourir au réseau, enfin essayer de désaturer les réseaux en infiltrant les eaux là où elles tombent, au plus près de là où elles tombent. Et ensuite, on a des revêtements techniques qui vont être plus ou moins clairs, plus ou moins perméables, et enfin des terres végétales issues de l'économie circulaire. Alors justement, Révilo est-elle une réponse globale ? On peut la qualifier comme ça, globale et concrète pour les villes, ou alors je me trompe, je m'inscris en faux ? Alors, l'objectif, c'est d'avoir cette approche globale, c'est de faire communiquer ces différents leviers. Jusqu'à maintenant, l'aménagement de la ville a été pensé de manière assez silotée. En gros, les revêtements de voiries, de trottoirs pour la portance et marché, les espaces verts, plus ou moins pour l'ornemental et souvent arrosés. Et puis la gestion du pluvial, on capte, on canalise et on évacue au plus tôt l'eau qu'on traite comme un déchet quelque part. Et l'idée, c'est de refaire communiquer ces différents leviers entre eux. Donc oui, l'objectif de Révilo, ce qu'on a cherché chez Vinci Construction quand on a travaillé sur nos métiers historiques, c'est vraiment de mettre en dialogue ces différents leviers et ces différents métiers dans la réalité du terrain. Et dans vos îlots de fraîcheur, les sols qui ont été reconstruits et les terres amendées, issues de l'économie circulaire dont vous parliez à l'instant, permettent-ils de soutenir le développement de la végétation ? Alors oui, c'est le but, donc on espère bien et on regarde les choses dans ce sens-là, bien évidemment. Oui, l'idée, en gros, on est parti de ce postulat. La ville va avoir besoin d'être de plus en plus végétalisée. On aura besoin de quantités de plus en plus importantes de terres. Jusque-là, les terres qu'on importait de l'extérieur de la ville étaient issues du décapage dans le cadre d'un projet d'artificialisation. Il y aura de moins en moins d'artificialisation, notamment pour les raisons de la zéro artificialisation nette. Mais également, c'est aussi des sources de terre qui sont de plus en plus lointaines, donc avec un impact carbone à l'importation, enfin bon, tout un ensemble d'enjeux qui sont problématiques.
Et du coup, on a travaillé vraiment au réamendement des terres. Ça fait 20 ans que c'est travaillé. Il y a une école universitaire, académique en France assez dynamique sur la question. Nous, ça fait 5-6 ans qu'on porte le sujet en interne et qu'on suit un certain nombre de démonstrateurs. L'idée, c'est qu'on reprend des terres inertes, issues de nos travaux, qui n'ont pas de valeur agronomique, auxquelles on apporte des amendements organiques et minéraux, qui sont également de la revalorisation de déchets, c'est-à-dire les coupes d'arbres, les déchets verts. Ça pourra être à terme les biodéchets, les déchets alimentaires. Et en travaillant à ces mélanges-là, on reconstituera des sols fertiles. Et ensuite, l'apport du végétal va recréer aussi une dynamique de vie dans ces terres. Donc on est purement dans l'économie circulaire, effectivement. Totalement. Alors, certaines villes ont déjà transformé des cours d'école minéralisés en îlots de fraîcheur. Est-ce réellement une réponse concrète et efficace ? Alors moi je trouve oui totalement, et là je me permets même de le dire en mon nom. Oui, non, c'est totalement une réponse concrète, déjà parce que c'est le lieu de vie de nos enfants au quotidien, donc c'est une nécessité. Puis pour reprendre l'approche de la ville de Paris qui a initié la démarche des cours Oasis, ça a été initié par la ville de Paris. L'idée c'était de créer, en fait pour adapter nos villes, on va avoir besoin de créer un maximum de points de rafraîchissement urbain, de points de gestion des eaux pluviales. C'est-à-dire que les grands parcs qui sont nécessaires aux urbains, aux citadins, sont des phénomènes rares. Il va falloir être en capacité de le faire à tous les coins de rue, pour exagérer. Donc la cour d'école est une superbe opportunité de créer des points de rafraîchissement et de gestion des eaux pluviales pour les enfants quand ils y sont. Mais la ville de Paris a également prévu de donner des accès possibles aux habitants pendant le week-end dans des périodes de forte chaleur. À 2050, juste à 2050, les besoins de la ville de Paris sont estimés ils ont besoin de plus de 300 hectares de zones végétalisées sur le Paris intramuros. Donc il va falloir trouver des lieux hybrides comme ça. Merci infiniment, cher David Ribojade, en charge de la solution Révilo chez Vinci Construction, qui repense l'aménagement urbain par la création d'îlots de fraîcheur. On se retrouve sur Sud Radio dimanche prochain à 12h30 pour un nouvel épisode de La Planète Demain, et chaque matin, du lundi au jeudi à 7h35 pour la Minute Planète. En attendant, retrouvez notre nouveau magazine trimestriel La Planète Demain Mag chez votre marchand de journaux. À dimanche prochain. Akena, expert en carport et pergola solaire pour des économies et un avenir durable. Et Picoty Solaire pour que l'avenir s'éclaire avec des choix durables. Vous ont présenté Sud Radio, La Planète Demain, Christophe Debien.